N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Chers téléspectateurs et youtubeurs de Léon Tcholéo, nous vous saluons partout dans le monde. Vous nous suivez en RDC et à l'étranger. Aujourd'hui, Léon Tcholéo Nord qui vous reçoit, l'assistant Arsène Kaputu, il est politologue, il est enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Nous parlons sur un sujet d'actualité. Bientôt, il y aura déploiement des militaires des forces régionales de East African Community à l'est de la RDC dans la traque de M23 et l'armée rwandaise qui est là pour soutenir le M23. Mais aujourd'hui, Arsène Kaputu, vous êtes avec nous. Arsène, vous suivez de près et de loin la situation de la RDC. Quelle est votre lecture après la signature des présidents pour que les militaires soient déployés ici à l'est de la RDC dans la traque des groupes armés? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Lorsque le chef d'État des pays membres de l'East Africa Community se sont réunis à Nairobi au Kenya sur invitation du président Kenya Uhuru Kenyatta, c'est dans le fonctionnement normal des États. Les États doivent toujours coopérer sur la scène internationale parce qu'ils partagent les intérêts qui seraient communs. Mais aussi la solidarité internationale exige que quand un des membres de votre organisation est secoué, il faut lui venir en aide. C'est dans le fonctionnement normal des organisations internationales et ça passe. Mais la difficulté pour notre pays, c'est que la force régionale de l'East Africa Community sera expérimentée ou testée pour la première fois en RDC. Parce que depuis que l'East Africa Community existe, ils n'ont jamais pensé réfléchir sur la création d'une force régionale. Tout ce qui les intéressait, c'était les affaires dans cette région-là. Et comme ils ont trouvé que la RDC, nous avons adhéré dernièrement, nous avons adhéré dans cette organisation alors que nous sommes les réservoirs des groupes rebelles et des groupes armés nationaux comme étrangers, ils se sont dit qu'un membre de leur organisation ne peut pas avoir ou garder des groupes rebelles sur son territoire parce que notre pays constitue un marché de plus pour l'East Africa Community dans lequel les pays membres de cette organisation doivent aussi envoyer leurs marchandises pour les écouler afin que les affaires prospèrent dans cette partie de l'Afrique de l'Est. Et c'est une bonne chose. Mais il a toujours été dit que lorsque vous avez été invité à une fête et que ce n'est pas vous l'organisateur, vous subissez de fois les décisions de l'organisateur parce que c'est lui qui vous impose les recettes, c'est lui qui sait quand est-ce que vous allez commencer la fête, quand est-ce que vous allez partir, qui sont ceux-là qui vont participer peut-être à la soirée si la fête s'est déroulée la journée. Ce sont autant de modalités auxquelles vous vous êtes exclu comme invité à l'organisation. Et dans l'East Africa Community, c'est Uhuru Kenyatta qui a convoqué ou qui a organisé cette rencontre-là comme président en exercice de l'East Africa Community. Mais je dois rappeler que c'est le même président là, Uhuru Kenyatta, c'est vrai en collaboration avec les autres, qui a encore organisé le processus de Nairobi, que nous avons qualifié de processus de Nairobi, une activité diplomatique à travers laquelle il a été demandé au gouvernement congolais de négocier avec ces rebelles. Et le gouvernement congolais qui veut la paix, c'est la RDC pour que nous, citoyens congolais, nous puissions vivre à paix dans ce calme total, a accepté d'aller à Nairobi et a évité les groupes rebelles qui sont sur place en RDC. On a commencé le processus de négociation, mais certaines rébellions comme l'M23 se sont retirées de l'activité et ça s'appelle arrogance. Quand un État vous évite, un État qui s'humilie alors qu'il ne reconnaît aucune autorité au-dessus de lui, qui s'humilie, accepte de négocier avec les rebelles et qu'un rebelle ou une rébellion se permet aussi de claquer la porte à cette négociation, ça s'appelle endettement et un État sérieux doit agir. C'est dans ce contexte-là que la RDC doit plutôt se préparer à agir contre l'M23 ici qui s'est endetté pour prouver que la RDC reste un État souverain et qu'il ne peut pas subir l'humiliation de qui que ce soit. Donc aujourd'hui, si l'East Africa Community s'est décidé d'organiser une activité à travers laquelle on va créer une force régionale, c'est bon, mais dans la pratique, il y a beaucoup de soucis. Peut-être que certains téléspectateurs diront que je suis pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, je suis plutôt sceptique. Et je m'explique. La République démocratique du Congo a associé la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation
la RDC. Cette mission à RDC depuis 1999. Cela fait à peine plus de 20 ans que cette mission à RDC et elle a pour objectif restaurer la paix en RDC avec la protection des civils. Mais pendant 20 ans, cette représentation de l'ONU dans notre pays n'a rien fait. À d'autres termes, l'ONU a échoué à rétablir la paix en RDC. Si l'ONU, qui contient associé 99 pays du monde, échoue à restaurer la paix à RDC, est-ce que c'est l'organisation régionale de 5 ou 7 pays qui saura le faire? Il y a des doutes. C'est la première raison de mon scepticisme par rapport même à cette force. La deuxième raison, ce n'est pas la première fois aussi qu'une force régionale intervient à RDC. Lorsque nous avons été agressés en 1996, 98, par la RCD et par les RCD, les Rassemblements Congolais pour la démocratie, soutenus encore par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, Mzee Laurent Désiré Kabila, pour sauver la RDC, a recouru aux forces de la SADC. Et la SADC nous avait amené les militaires de l'Angola, la Namibie, du Zimbabwe, et on avait encore ajouté ceux du Tchad, et quelquefois ceux de la Libye. Ils sont venus combattre la RDC, et en 1998, notre pays, on sait la RDC, 8 États, plus ou moins 7 États, se sont battus sur le territoire congolais pour que la paix revienne à RDC. Maintenant, voici la question. D'où vient cette insécurité permanente à l'est de la RDC, une insécurité à laquelle l'East Africa Community veut mettre fin? La réponse est que cette rébellion que nous subissons à l'est de la RDC est la conséquence de ce que nous avons toujours appelé l'hospitalité congolaise. Mais cette hospitalité congolaise qui a aussi subi l'imposition de cette communauté internationale qui, après le génocide au Rwanda en 1994, la communauté internationale avait exigé aux Zaïre à l'époque d'accueillir les réfugiés Hutus qui fouillaient l'entrée du Front patriotique rwandais qui était commandé ou qui était sous le commandement de Paul Kagame. Et la RDC a accepté de les recevoir. Mais cette communauté-là internationale qui avait institué l'opération turquoise a imposé que ces réfugiés-là restent à l'est de la RDC. Et le grand ridicule ou le grand coup dur que nous avons subi, c'est que cette opération turquoise a même laissé entrer les militaires armés jusqu'au dos. Avec armes et munitions, ils ont traversé la ville de Goma pour le cas de Mugunga. Les autres sont partis à Bukavu, au sud Kivu. Voilà les débuts de l'insécurité permanente à l'est de la RDC sous les nœuds et la barbe de la communauté internationale. Oui, avec vous, M. Arsène et Caputo, quel intérêt doivent gagner ces militaires qui vont être déployés ici et ils vont mourir exactement pour nous les Congolais? On peut savoir les intérêts de chaque pays qui va envoyer l'air militaire ici au front. Comme enseignant d'université, je vais puiser ma réflexion dans la théorie fonctionnaliste. Cette théorie stipule que quand il y a une opération qui s'organise sur la scène internationale, il faut être capable d'identifier la fonction manifeste, c'est-à-dire la mission officielle pour laquelle cette organisation pose tel ou tel autre acte, et la fonction latente, c'est-à-dire la fonction cachée, ce qui est derrière cette mission-là. Et le plus souvent, la fonction cachée est souvent détectée ou déterminée par les scientifiques ou les chercheurs. Parce que la fonction manifeste, c'est celle qui est connue. On a créé cette force et la mission, c'est qu'il faut restaurer la paix à l'est de la RDC, donc lutter contre les rebelles qui se trouvent à RDC et qui freineraient les marchés de l'East Africa Community. Parce que quand nous avons adhéré à l'East Africa Community, nous avons élargi les marchés de cette organisation. À d'autres termes, tous les pays membres de cette organisation, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, les Soudan du Sud ou le Sud-Soudan, ont encore trouvé un marché à RDC. Ils peuvent donc venir vendre à RDC sans beaucoup de difficultés parce que l'East Africa Community prône le libre marché. Ils peuvent venir vendre ici chez nous. Mais ils se disent, est-ce qu'on peut les vendre là où il y a la guerre? Parce que les affaires ou l'argent n'aiment pas le bruit. Comme l'argent n'aime pas le bruit, alors il faut d'abord dégager le bruit pour que les gens fassent l'argent sur ces territoires-là. Ça, c'est la fonction manifeste, c'est-à-dire la fonction, la mission officielle pour laquelle
cette force régionale va intervenir à l'est de la RDC. Je venais de le dire précédemment que c'est une expérimentation. Cette organisation n'a jamais eu une force régionale. Et je présentais mon scepticisme en disant que cette force régionale n'est pas spéciale par rapport à la MONUSCO. Elle n'aura pas beaucoup d'argent plus que la MONUSCO. Parce que le budget de la MONUSCO varie autour de 1 milliard de dollars chaque année, qui sont consommés en RDC. Et encore, cette MONUSCO-là, c'est la plus grande force des Nations Unies lancée dans le monde. Plus de 20 000 hommes sont en RDC pour restaurer la paix, mais plus de 20 ans, 20 000 hommes n'ont jamais été capables de restaurer la paix à l'est de la RDC. Cela signifie tout simplement que ces gens ici ne vont pas constituer la solution. Je ne suis pas en train de décourager les gouvernements qui ont accepté de faire entrer ces gens ici sur le territoire congolais. Et maintenant, quelle est la fonction latente dans cette opération? Cette fonction latente, chers téléspectateurs, c'est que ces gens-là, ils ne viennent pas ici parce qu'ils ont pitié de Congolais. Nous ne sommes pas plus chers aux yeux de ces gens-là que leurs femmes, leurs frères, leurs enfants qui sont restés sur leur territoire. À part, les vont m'excuser, à part Josie qui est décédé, qui se serait sacrifié pour que les autres vivent ou pour que les autres soient sauvés. Quel est cet autre humain-là qui a déjà accepté de donner sa vie, à part les héros nationaux des États qui donnent leur vie pour leurs propres concitoyens? Mais partout au monde, un étranger ne viendra pas mourir pour moi, citoyen congolais, et dire que parce qu'ils m'aiment plus que moi, ou plus que les frères de ces-mêmes. Ils viennent parce qu'ils doivent aussi bénéficier des ressources naturelles qui sont à RDC. La symbiose, les rendez-vous du donner et du recevoir. Ils vont nous donner les militaires. Qu'est-ce que nous allons leur donner en retour? C'est à cette question-là que les gouvernements congolais et la présidence de la République doivent répondre. Qu'est-ce qu'ils auront en retour? Ils vont aussi donner leur argent. Ils vont financer ces militaires-là. Ils vont acheter des équipements pour que la paix revienne à RDC. Qu'est-ce que la RDC va donner en retour pour les remercier d'avoir restauré la paix? Si cette question-là n'est pas clairement définie par les techniciens de la présidence de la République et du gouvernement, c'est encore un danger de plus que nous amenons dans notre pays. Et pourquoi ce serait un danger de plus? Je venais de dire lorsque l'AFDEL a commencé. L'AFDEL a été créée, ce n'était pas sur les initiatives de M. Laurent Désiré Kabila. M. Laurent Désiré Kabila avait été évité quand l'AFDEL était déjà créée sous l'initiative de Paul Kagame et Museveni, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, qui avaient déjà commencé le truc. Mais pour légitimer la lutte de l'AFDEL, il a fallu qu'on se cherche un Congolais digne de confiance, qui, lorsqu'on le verra chaque fois à la première ligne, les Congolais diront « ce sont les Congolais comme nous qui viennent nous sauver ». C'est comme ça que Laurent Désiré Kabila sera choisi d'abord comme porte-parole de l'AFDEL, et non, ce n'est pas lui qui serait le président de la RDC quand l'AFDEL prendrait le pouvoir, non. C'est parce que lui avait aussi ses ambitions à travers son parti, là, le PRP, qu'il a si dérouté les vrais organisateurs de l'activité. Et lui aussi encore a été évité à la fête. Comme notre président a été évité à Nairobi. Il n'a pas été parmi les organisateurs de cette activité-là. Et il est arrivé, et pour les remercier, lui les avait remerciés, il a donné l'état-major, le commandement de l'état-major à James Kabarebe, qui a été encore nommé quelques années plus tard comme ministre de la Défense au Rwanda. Donc James Kabarebe a été commandant de l'armée en RDC et commandant de l'armée au Rwanda. Et c'est là que l'infiltration des FARDC a commencé. Parce qu'il devait placer les gens partout où il voulait pour sauvegarder les intérêts du Rwanda à RDC. Et ces intérêts-là sont quoi? Ce sont les minéraux et les terres congolaises. Et les Rwandais, l'Ouganda et le Burundi, ce sont eux qui ont fourni encore les hommes pour venir déstabiliser le régime congolais. Quand Moïse s'est débarrassé de ses pareils qui l'ont accompagné, lorsqu'il a confessé ses péchés en disant ne jamais trahir le Congo, il avait demandé à tous les étrangers de rentrer chez eux. Et ces étrangers s'étaient eux-mêmes dégagés de rentrer chez eux. C'est comme ça que James Kabarebe est rentré comme étranger parce qu'il s'est reconnu parmi les étrangers. Et tous les autres Tutsis rwandais qui avaient accompagné l'AFDEL sont rentrés. Même le ministre des Affaires étrangères de M. Laurent Désiré Kabila, Bizima Kara, était aussi rentré. Parce qu'il se reconnaissent aussi comme étrangers, non comme Congolais. Et en rentrant, vous savez ce qui a commencé. Le 2 août 1998, la guerre du Rassemblement congolais pour la démocratie a commencé. Et il y avait un assaut militaire entre Goma et Kitona, commandé encore par James Kabarebe, l'ancien chef d'état-major congolais, qui maîtrisait donc
les forces armées congolaises. À l'époque, ils sont devenus les forces armées de la République démocratique du Congo. Les Rwandais nous ont agressés et a pillé les ressources congolaises à travers cette rébellion. Et James Kabarebe plaçait qui il voulait partout à la République dans notre armée. Et c'est comme ça que notre armée a été filtrée du sommet à la base, jusqu'à ce qu'il s'est donné le luxe ou l'arrogance de dire que l'armée congolaise ne pouvait même pas tuer une souris. Oui, avec vous, monsieur Arsène, on peut savoir si cette force est les désavantages de cette force régionale ici à l'est de la RDC. Les désavantages, c'est que ces gens-là vont maîtriser la cartographie politique et économique de notre pays. Ils sauront où se trouvent les sièges de nos institutions, ils sauront où se trouvent les minéraux dans notre pays qu'ils peuvent exploiter, venir piller demain après demain. Ils sauront aussi l'effectif de nos militaires, c'est-à-dire ils vont s'imprégner des données top secrètes de l'armée congolaise, donc des forces armées de la République démocratique du Congo, parce qu'ils doivent échanger des informations, ils viennent nous soutenir, et pour nous soutenir, ils doivent connaître qui sont les Congolais, combien sont les FARDC, comment est-ce qu'ils sont équipés, pour qu'ils se disent que comme votre équipement semble être inférieur à l'équipement des rebelles, nous allons vous apporter un équipement supplémentaire. Et pour nous apporter un équipement supplémentaire, quand même, ils se seraient quand même rendu compte de notre capacité de nuisance. Et dans ces cas-là, ils seraient aussi en train de transmettre directement les informations à leurs états-majors là-bas dans leur pays pour qu'ils nous maîtrisent encore davantage. Ça, c'est le deuxième désavantage. Le troisième désavantage, c'est que on va faire comme si notre armée, on va l'amener on veut plonger notre armée dans la passivité. C'est-à-dire, on veut amener notre armée à estimer que si elle n'est pas soutenue par les forces étrangères, elle n'est capable de rien. Et pourtant, nous, les Congolais, nous savons que seuls les FARDC pourront mettre fin à la sécurité à l'est de la RDC. Nous savons que les FARDC sont plus fortes. Je me suis toujours dit que si les FARDC étaient équipés comme l'armée des États-Unis d'Amérique, elle serait l'armée la plus forte du monde. Parce qu'avec les conditions dans lesquelles les éléments de FARDC se trouvent, mais ils combattent, ils libèrent les régions, les entités, ils les humilient, les groupes rebelles de par-ci, par-là. Il n'y a pas longtemps, ce sont les mêmes FARDC qui ont dégagé l'M23 en 2012 et 2013 dans les petits nord, aujourd'hui encore sous contrôle du M23. Ce sont ces mêmes FARDC-là qui ont combattu contre les CNDP. Ce sont ces mêmes FARDC-là qui vont encore combattre les ADF, l'FDLR et tous les autres groupes Maïmaï qui sont parsemés par-ci, par-là. Et ce sont ces FARDC-là qui mettront fin à cette sécurité-là. Cette force régionale vient et ne fera pas mieux que la MONUSCO. Parce qu'au sein même de la MONUSCO, il y a un contingent kenyan qui est là. Lorsqu'il est venu, les Congolais applaudissent parce qu'on supposait que ces Kenyans-là allaient faire mieux, ils seraient prêts à mourir pour nous, mais rien. Dans la brigade d'intervention rapide, une unité spéciale de la MONUSCO, elle a été constituée par les forces de la SADC. Les Malawites sont là, les Tanzaniens sont là. Est-ce que ce sont les Tanzaniens là qui sont là et les autres qui vont venir qui sont plus spéciaux? La réponse c'est non. Ils sont venus, c'est vrai, ils ont combattu à Goma contre les M23 et dans les jours, les Niragon, les Massis. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Beni, ils sont devenus comme cette MONUSCO là dans son ensemble. Le pilier fait là, l'armée ougandaise, qui est en train de combattre côte à côte avec les FARDC contre les ADF. Leur stratégie, c'était laquelle, messieurs les journalistes et chers téléspectateurs? C'était d'éloigner l'ADF des frontières congolo-ougandaises pour les amener dans les faux feux de la forêt équatoriale pour que les ADF restent une menace pour les Congolais, sinon une menace pour la sécurité de l'Ouganda. Parce que si réellement ils étaient venus pour mettre fin à ça, ils sont venus d'abord pour un mois, les mois sont déjà écoulés, ils ont renouvelé encore, ils auraient déjà mis fin à cette situation. Et donc, ce n'est pas l'armée étrangère qui viendra mettre fin à cette sécurité. Il n'y a que l'armée congolaise qui peut mettre fin à cette sécurité. Et la preuve sur laquelle, c'est qu'il y a un adage qui dit que non war, no job. Pas de guerre, pas de boulot. Les gens sont venus au boulot, vous voulez que la paix revienne et qu'ils rentrent au chômage chez eux? Je ne passe pas. Oui. Avez-vous un message en particulier adressé au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo? Le président de la République, la Constitution le lui dit, le lui reconnaît cette compétence, et nous, Congolais, nous lui reconnaissons cette compétence. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. À d'autres termes,
comme c'est le président de la République qui est le commandant des forces armées, le commandant suprême, lorsque les FARDC remportent la victoire, c'est à son nom. Lorsque les FARDC sont humiliés, c'est à sa défaveur. Il n'y a que lui qui nomme les officiers supérieurs au sein de l'armée par l'ordonnance présidentielle. Et lui a des informations par rapport au taux de filtration de notre armée. Il connaît qui sont les officiers supérieurs infiltrés dans notre armée à travers le brassage et le mixage. Il les connaît dans ses services techniques. Seule son ordonnance suffit pour les démettre de leurs fonctions et de les mettre à disposition de la justice. Le président de la République, il est le symbole de l'indépendance nationale, internationale, la RDC. Le président de la République, lui, comme chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. À d'autres termes, lorsque la RDC est humiliée sur la scène internationale, c'est lui qui subit la première humiliation. Lorsque la RDC fait mieux au sein des institutions, tout c'est à sa gloire. Comme la population congolaise lui avait accordé confiance à travers les élections de 2018, il doit prouver qu'il est digne de cette confiance et mettre fin à cette insécurité que nous subissons à l'est de la RDC. Et pour mettre fin à cette insécurité que nous subissons à l'est de la RDC, sa signature seule suffit. Parce qu'il a fallu sa signature pour que l'état des sièges soit instauré à Nord Kivu et à Ituri. Et je vais revenir que cette partie qui a été considérée comme zone sans armes par cette force régionale-là, dont les sites Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri, je vais donner une petite cartographie des rebelles. Au Nord Kivu, il y a les ADF qui sont ougandais, qui occupent la partie nord, c'est-à-dire les territoires de Beni et les territoires de Lubero. Ce sont des Ougandais. Si l'Ouganda veut vraiment mettre fin à cette insécurité, comme nous avons toujours eu le courage de négocier avec les rebelles, que l'Ouganda aussi négocie avec l'ADF. Lorsque nous prenons les petits nord, c'est-à-dire les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Walikale, il y a l'M23. C'est une agression, c'est une rébellion soutenue par les Rwandais pour nous agresser. Il y a aussi les FDLR qui sont dans cette partie-là. Or, les FDLR, ce sont les Hutus rwandais qui sont chez nous. Comme nous avons toujours eu le courage de négocier avec nos rébellions, comme ils nous les recommandent, et aussi, Kagame doit aussi négocier avec les FDLR, s'il est vraiment honnête et sérieux dans ses interventions. Lorsqu'on voit au Sud Kivu, il y a aussi les FDLR qui sont là-bas, il y a aussi les FNL, le Front National de Libération. Ce sont les rebelles burundais. Si le Burundi est sérieux dans ses interventions militaires à RDC, doit aussi négocier avec ces rebelles. Lorsqu'on va en Ituri, il y a aussi la DEF, je dis que ce sont les Ougandais. Il y a aussi les Elera, ce sont des Ougandais. Il y a aussi les Mbororo, ce sont des éleveurs sud-soudanais. Les Sud-Soudanais étaient là. Si eux aussi sont sérieux, qu'ils prennent leurs bergers, qu'ils les amènent sur leur territoire pour nous laisser dans la paix et qu'ils fassent les affaires ici chez nous, qu'ils fassent de l'argent ici chez nous, nous aussi leur marché. Si c'est au nom de l'humanité qu'ils sont venus, voilà le premier signe de volonté. Si c'est plutôt la mission latente pour laquelle j'ai dénoncé ici, alors les FARDC seuls pourront mettre fin à cette insécurité et pour mettre fin, nous, citoyens congolais, nous devons accompagner cette armée. C'est notre seule armée. Oui, actuellement, il y a la population qui est derrière donc, les forces armées de la République démocratique du Congo dans la traque de M23 et l'armée rwandaise. Et vous, personnellement, avez-vous quel message à cette population mobilisée pour vaincre les M23 et le Rwanda? J'estime que tous les concitoyens, tous les compatriotes congolais qui sont en train de soutenir les FARDC doivent multiplier davantage cette mobilisation. S'ils soutenaient à 10%, qu'ils soutiennent les FARDC en 100%, parce que c'est ce soutien-là moral qui aussi renforce la morale de nos militaires au front pour mettre fin à cette insécurité. Si nous avons encore vaincu les M23 en 2013 dans les Petits Nord, c'est parce qu'encore les citoyens avaient soutenu les FARDC en apportant des lois aux militaires, de la nourriture et ainsi de suite. Aujourd'hui encore, chers citoyens congolais, chers compatriotes, multiplions les efforts, dénoncer aussi les cas suspects partout dans la société, qu'il s'agisse des citoyens, des militaires ou des civils, qui seraient la source de l'insécurité partout où vous êtes dénoncés en pré-service
compétents, services de renseignement, services militaires, des services même auprès des autorités politico-administratives. Et ces gens-là peuvent prendre des mesures idoines et techniques pour mettre fin à cette insécurité. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Chers téléspectateurs du monde et partout ailleurs, vous devez savoir que en République démocratique du Congo, c'est un pays qui se trouve au centre de l'Afrique, à l'est, dans la province nord Kivu et de l'Ituri, il y a des citoyens comme vous qui sont tués à la machette et à la hache, innocemment. Ils sont victimes d'une guerre imbécile, une guerre qui nous est imposée par les envahisseurs. Si eux aussi, au nom de l'humanité, peuvent secourir la RDC, s'ils peuvent négocier, ou s'ils peuvent toquer à une porte quelconque, ils peuvent le faire, au nom de l'humanité, et non pas pour venir exploiter les richesses qui sont au pays. Si ce sont les richesses qui les intéressent, nous sommes tous humains. Peut-être qu'on peut collaborer à travers les mécanismes comme élargir les marchés. Dans ce sens-là, cette coopération bilatérale ou multilatérale avec la RDC dans les domaines économiques, on peut toujours faire les affaires ensemble. On peut toujours multiplier l'argent, faire les richesses ensemble, sans plutôt recourir aux armes. Recourir aux armes, aujourd'hui, ce serait révolu. Ce serait révolu. Parce que la non-violence a toujours vaincu. Un message aussi à nos téléspectateurs et aussi à Léo qui vous donne aussi l'opportunité de parler avec les Congolais en RDC et aussi à l'étranger. À tous les amis de Léo, nous leur présentons nos sincères remerciements parce qu'ils nous donnent l'opportunité de nous exprimer, de parler à nos compatriotes de partout au monde. Et continuons aussi à appeler d'autres personnes et multiplier aussi les efforts toujours de mettre les gens au courant de ce qui se passe partout au monde, surtout à l'est de la RDC, pour qu'ensemble nous puissions dire à la face du monde la vraie réalité de ce qui se vit ici. Et non pas la réalité qui se raconte dans les bureaux climatisés ou avec des penchants parce que quelqu'un veut exploiter, quelqu'un veut se taper de l'argent. En tout cas, comme vous le faites là, c'est bon. Et cela prouve à suffisance que vous êtes aussi un humain, vous aimez la RDC, vous aimez le monde, vous voulez que tous les citoyens du monde soient au courant de ce qui se passe et qu'au nom de cette humanité-là, que nous puissions être les acteurs de la paix et non les acteurs de la sécurité ou même de la guerre et de la violence. La paix, parmi nous, nous permettra de protéger aussi ce monde. Parce que si nous continuons à recourir aux armes dans ce monde, nous mettrons fin à ce monde et nos générations à venir, les générations futures, peut-être n'auront pas où vivre. Et dans ce cas-là, nous serions considérés comme des criminels pour ces gens-là qui viendront après nous. Ensemble, nous sommes plus forts et bâtissons un présent plus fort pour que l'avenir soit aussi meilleur à chacun et à tous. Arsène Kapoutou, merci d'avoir répondu à notre invitation sur la chaîne Léo. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi largement notre confrère et ami et assistant Arsène Kapoutou. Il est politologue. En tout cas, au nom de Léo, nous vous disons sincèrement merci. Mais ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne Léo pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. À la présentation, je suis Mwanampenzi Manzekele. Au revoir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.